crier très fort quand on voit le croque-mort. Il arrive. Impossible d'y échapper. À Halloween, le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts se lève, ce qui provoque un chahut monstre. Les hommes s'amusent à se faire peur depuis qu'Halloween existe. Mais c'est-à-dire depuis quand exactement? D'où vient cette tradition qui veut que l'on se déguise et que l'on sculpte des visages dans des citrouilles? Est-ce pour exorciser nos peurs les plus profondes? Afin de percer les secrets d'Halloween, il faut comprendre comment tout a commencé il y a plusieurs milliers d'années. Alors verrouillez les portes, éteignez les lumières et n'ayez pas peur. Nous allons déterrer pour vous la véritable histoire d'Halloween. Comment décrire Halloween sans passer pour un fou? Des enfants déguisés viennent frapper à nos portes pour nous menacer. En échange, nous leur donnons des bonbons. Mais pourquoi? Pourquoi évidons-nous des courges pour y sculpter des visages et y mettre des bougies? Et pourquoi décorons-nous nos maisons avec des cercueils et des pierres tombales? La vérité, c'est que l'on prend un malin plaisir à se faire mourir de peur. Halloween nous permet de devenir quelqu'un d'autre, de changer de peau. Et on le tolère parce qu'on sait que c'est pour une nuit. Cette pulsion qui nous pousse à affronter nos peurs sur la vie et la mort et à s'en moquer ne date pas d'hier, tout comme nos chères traditions d'Halloween. À quand remonte Halloween? Ses origines remontent au calendrier celtique. Les anciennes tribus celtes divisaient l'année en deux saisons, une saison claire et une saison sombre. Et Samhain, leur fête religieuse, était le précurseur de notre Halloween et marquait le début de la saison sombre. Il y a plusieurs milliers d'années, les Celtes, l'une des plus anciennes tribus européennes, célébraient Samhain, la fête de la moisson, en allumant des feux de joie la nuit du 31 octobre afin d'accueillir la nouvelle année. À cette époque, la moisson était d'une importance vitale. Une mauvaise récolte était synonyme de famine. La mort n'était jamais loin. La saison de la moisson est chargée d'angoisse. Les jours raccourcissent, les nuits s'allongent. On n'est jamais sûr qu'on aura suffisamment à manger pour l'hiver. Je pense que c'est de là que vient cette dimension cauchemardesque. C'est comme une mise en garde. Il va faire nuit, rassemblez-vous, rentrez chez vous et n'envoyez personne dehors dans le noir. Mais pour les Celtes, ce n'était pas la seule signification de Samhain. Ce qui caractérisait Samhain lors de cette transition, c'est que le temps et l'espace devenaient perméables, flexibles. Les esprits, non seulement des morts, mais du passé ou d'autres réalités, pouvaient alors pénétrer dans notre dimension. Et les humains pouvaient passer dans l'autre monde et s'y égarer. Le voile qui séparait le monde des morts et celui des vivants était devenu tellement fin que les morts et les vivants pouvaient se mélanger. C'est la base même de la fête d'Halloween. Il existe de nombreuses histoires sur des infortunés qui se seraient retrouvés coincés dans l'autre monde durant la nuit de Samhain ou de morts faisant une apparition parmi les vivants. En vérité, on ne sait pas grand-chose sur la fête de Samhain, mais on peut supposer que ces feux de joie attiraient des créatures qui deviendront des familières d'Halloween et viendront hanter nombre de nos cauchemars, les chauves-souris. Avant l'invention de l'électricité, la seule manière de voir une chauve-souris, c'était à la lumière d'un feu. Et il devait y en avoir beaucoup parce que les chauves-souris mangent les insectes et les insectes sont attirés par la lumière. Les chauves-souris sortent la nuit, et la nuit est source de toutes les peurs. Alors, si les chauves-souris font partie intégrante de notre panoplie d'Halloween, nous le devons probablement aux peuples comme les Celtes. Et ils n'étaient pas les seuls à posséder des traditions morbides. D'autres cultures étaient obsédées par la mort. De nombreuses cultures consacrent un ou plusieurs jours dans l'année pour célébrer rituellement leur mort.
Ce qui est intéressant, c'est que nombre d'entre elles datent de la même période, et surtout dans les sociétés agricoles. Parce que si on réfléchit, au printemps, les plantes sortent du sol, elles sont vertes, on moissonne au milieu de l'été, et à l'automne, à l'approche de l'hiver, les choses meurent. Mais comment ces anciennes traditions ont-elles survécu jusqu'à notre époque? Dans la culture occidentale, elles ont été préservées étonnamment par les chrétiens. À mesure que le christianisme s'est étendu au fil de l'histoire, il a adopté et transformé les croyances païennes plutôt que d'essayer de les éradiquer. Cela a rendu plus facile la conversion des païens. Parmi les fêtes païennes récupérées par les chrétiens se trouvent les lémuries, destinées à apaiser les morts et qui se terminent le 13 mai. De toutes les fêtes que le calendrier romain réservait à la célébration des morts, c'était la plus morbide. Pendant les lémuries, les larves, c'est-à-dire les âmes des morts, revenaient hanter les vivants. Pour apaiser les morts, les Romains païens versaient du lait sur leurs tombes ou leur offraient de petits gâteaux. Mais l'Église a récupéré cette fête en l'an 609, faisant du 13 mai le jour de la Toussaint, pour honorer tous les saints chrétiens. Le choix de ce jour en particulier était une tentative de christianiser cette fête païenne. Et en même temps, elle en a conservé les thèmes. La version chrétienne des lémuries est une telle réussite que les chefs de l'Église prennent une décision qui donnera finalement naissance à Halloween. Ils déplacent la Toussaint, en anglais Hallows Day, au 1er novembre, afin de vider de toute signification la fête païenne de Samhain. Et Samhain tombant la nuit du 31 octobre, veille de All Hallows Day, on commence à appeler Samhain All Hallows Evening, soit veille de la Toussaint. Puis l'appellation est encore raccourcie en All Hallows Even, pour arriver finalement à Halloween. Et pour ne rien laisser au hasard, l'Église va encore plus loin, en ajoutant une autre fête pour honorer non seulement les saints, mais tous les chrétiens. Le 2 novembre devient alors le jour de la commémoration des fidèles défunts. C'est très important pour Halloween. C'est à cause de ça que cette fête est associée aux âmes des défunts, à la mort et au surnaturel. C'est donc l'Église qu'il faut remercier pour avoir inspiré les bases morbides d'Halloween. Mais ce n'est pas tout. C'est également elle qui est en quelque sorte à l'origine de la tradition de réclamer des friandises. Tout a commencé au Moyen-Âge, un 2 novembre, lorsque les prêtres ont demandé à leurs ouailles de prier pour les âmes prises au piège entre le paradis et l'enfer, dans un monde inférieur appelé purgatoire. Le purgatoire n'est pas un endroit très agréable. Ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas aussi horrible, mais il y a quand même des flammes. Les âmes souffrent au purgatoire. Heureusement, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez prier pour elles. Comment les âmes sortent-elles du purgatoire? D'après l'Église, si suffisamment de prières sont dites, une âme s'envolera vers le paradis. Cela a donné naissance à une coutume médiévale qui ressemble étrangement à notre chasse aux bonbons moderne. Les mendiants allaient de maison en maison réclamer des gâteaux d'âme, de petits gâteaux épicés fourrés au raisin. En échange de ces friandises, ils prononçaient des prières pour les âmes emprisonnées au purgatoire. Cet ancêtre de la chasse aux bonbons est devenu une source de préoccupation pour les chrétiens du Moyen-Âge, tout comme une autre figure indissociable d'Halloween, la sorcière. Au Moyen-Âge, les gens croyaient aux démons et aux sorcières. Et si les démons et les sorcières existaient et étaient responsables de mauvaises choses, il fallait les pourchasser et les tuer. C'était leur façon de voir. Au XVIe siècle, une chasse aux sorcières a contribué à fixer dans l'inconscient collectif l'apparence de ce personnage qui, pour beaucoup, symbolise Halloween. Les sorcières étaient soupçonnées d'être des suppôts de Satan. C'était probablement des guérisseuses qui se transmettaient leur savoir oralement de génération en génération. Et à une certaine époque, on ne sait pas pourquoi, ça a éveillé les soupçons de l'Église.
Et de nombreux traits de caractère de ces femmes, qui vivaient seules et étaient probablement un peu excentriques, ont fini par être associés aux sorcières. Avec le temps, de plus en plus de femmes étant accusées de sorcellerie, leurs ustensiles de cuisine finissent par acquérir une dimension sinistre et deviendront des symboles d'Halloween. Même un objet aussi anodin que le balai se transforme en instrument maléfique et en moyen de transport fort pratique. Autre ustensile présent dans tous les intérieurs de sorcières et indispensable pour préparer des potions magiques, le chaudron. Le chaudron est devenu très populaire. C'est un objet qui était présent dans toutes les maisons au Moyen-Âge pour cuisiner. Le chapeau pointu est une variante du chapeau des paysannes de l'époque. Et n'oublions pas le fidèle complice de la sorcière, le chat noir. Ce n'est pas étonnant qu'on associe les chats aux sorcières et à Halloween. Ils ont un côté énigmatique. On ne sait jamais vraiment ce qu'ils pensent. Et ils avaient l'habitude de venir se réchauffer devant l'âtre, à côté des balais. Donc ils sont devenus indissociables des sorcières et d'Halloween. Chats noirs et sorcières, cimetières et fantômes, les éléments morbides de cette grande fête gothique américaine commencent à prendre forme. Ces symboles effrayants vont bientôt s'exporter vers le Nouveau Monde pour donner naissance aux célébrations que nous connaissons aujourd'hui. Les feux de joie, le culte des morts, la chasse aux friandises. Tous les éléments de notre Halloween moderne étaient déjà présents en Europe à l'aube du XVIIe siècle. Mais ils n'étaient pas encore réunis dans une seule fête profane. L'histoire va se charger de les combiner pour donner naissance à une étrange célébration de la mort. La mort est au cœur d'Halloween. Que ce soit la peur de mourir provoquée par une mauvaise récolte, la fin d'une saison et le début d'une nouvelle, cette idée que la vie est un cycle sans fin de mort et de renouveau, tout cela est présent dans de nombreuses fêtes, pas seulement Halloween. C'est à cette époque que se renforce l'influence de l'un des éléments les plus pittoresques d'Halloween, le masque. Il s'accompagne bien souvent d'une autre tradition d'Halloween, le trouble à l'ordre public. Le soir du 31 octobre, les mendiants sont bien souvent avinés et deviennent de plus en plus menaçants lorsqu'ils viennent réclamer de la nourriture. Des masques leur permettent de cacher leur identité. Les frontières qui séparent les morts des vivants et l'ordre de l'anarchie deviennent de plus en plus floues à mesure que la nuit tombe en cette veille de la Toussaint. En Grande-Bretagne, les gens se déguisaient et allaient de maison en maison pour interpréter de petites scénettes. Et à la fin du spectacle, on leur donnait de la nourriture et parfois de l'argent. Est-ce là l'ancêtre de la chasse aux bonbons? Pas tout à fait, mais la ressemblance est là. Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, nombre de ces coutumes ne sont plus pratiquées que dans les zones rurales. Mais elles vont bientôt réapparaître dans les villes grâce à un conspirateur catholique du nom de Guy Fawkes. Le 5 novembre 1605, Guy Fawkes tente de faire sauter le Parlement de Londres à l'aide de 36 barils de poudre. Guy Fawkes a été jugé, reconnu coupable et pendu. D'après la légende, son corps a ensuite été écartelé et les morceaux ont été jetés au feu. L'année suivante et toutes les années qui suivront, le jour anniversaire de la conspiration ratée, les enfants de Londres narguent la mémoire de Guy Fawkes et provoquent la pagaille dans les rues, en défilant, en mendiant et en allumant des feux de joie. Aujourd'hui, en Angleterre, c'est ce qu'on appelle le Guy Fawkes Day ou la nuit des feux de joie. Ce jour tombe le 5 novembre, ce qui est très proche d'Halloween. Et donc une partie de l'énergie dédiée à Halloween s'est reportée sur le Guy Fawkes Day. Ce n'est pas encore Halloween tel que nous le connaissons, mais tous les éléments sont là. Enfants et adultes profitant de l'obscurité pour semer la zizanie. Mais cette célébration païenne parviendra-t-elle à s'imposer de l'autre côté de l'Atlantique et à venir perturber le sanctuaire du Nouveau Monde? Pas si les colons puritains peuvent l'en empêcher.
Les puritains avaient une vision du monde basée sur la Bible. Et dans la Bible, on trouve non seulement Dieu, mais aussi le diable, des démons, des anges et tout un tas d'êtres surnaturels. Et c'est là-dessus qu'ils se concentrent, sur ces forces maléfiques pernicieuses. Pour les puritains de Nouvelle-Angleterre, ces forces surnaturelles représentent une véritable menace, et non pas une simple superstition digne d'être célébrée. En dépit de leurs efforts pour étouffer dans l'œuf les traditions d'Halloween avant qu'elles ne s'implantent définitivement, le Guy Fawkes Day sera malgré tout célébré sporadiquement en Amérique. D'autres colons tolèrent, voire s'approprient ce folklore que les puritains semblent redouter, et plantent ainsi les graines de ce qui deviendra la fête typiquement américaine que nous connaissons aujourd'hui. On retrouve par petites touches ici et là des gens qui font la fête, se déguisent. Mais c'est difficile de remonter à ce qu'on pourrait appeler officiellement Halloween. Par exemple, il y a un texte de 1833 qui décrit pas vraiment une fête, mais une réunion de personnes qui se racontent des histoires de fantômes autour d'un feu. Désormais, c'est un nouveau personnage, le fantôme, qui vient grossir la troupe de sorcières et de squelettes dans cette danse macabre. Au milieu du 19e siècle, l'Amérique est mûre pour des célébrations toujours plus morbides, après avoir enduré pendant 4 longues années une guerre de sécession qui s'est soldée par plus d'un demi-million de victimes en 1865. La guerre de sécession a laissé derrière elle tellement de cadavres non identifiés que c'est devenu une obsession. Notamment le fait qu'un grand nombre de ces soldats sont morts sans qu'on sache ce qui leur était arrivé. Donc les gens pensaient qu'ils reviendraient peut-être, qu'ils n'étaient peut-être pas morts et ils se sont mis à raconter des histoires de fantômes. Les toutes premières histoires de fantômes d'Halloween parlaient de soldats qui rentraient chez eux. C'est de cette époque que commence l'histoire américaine d'Halloween. Après la guerre de sécession, les émigrants écossais et irlandais qui ont apporté avec eux leurs coutumes rurales liées à la Toussaint ont contribué à renforcer la tradition américaine d'Halloween. Pour les Écossais, c'est une fête un peu plus effrayante. Jusqu'à relativement récemment, il était encore question de l'apparition du croque-mitaine à Halloween. Le croque-mitaine est une sorte de fantôme informe qui terrorise les enfants, se cachant sous le lit ou frappant à la fenêtre, ou restant tapis près des barrières et des clôtures. On pensait qu'il y avait un croque-mitaine à chaque barrière, ce qui voulait dire que le soir d'Halloween, si vous passiez une clôture, il était peut-être à l'affût. La fameuse citrouille d'Halloween trouve également ses racines dans une tradition européenne. Mais le prototype n'était pas une citrouille. Tout vient d'un conte sur un personnage appelé Jack O'Lantern. Et Jack avait tous les défauts, à tel point qu'il a même réussi à se faire expulser de l'enfer, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Mais le diable eut malgré tout pitié de lui. Alors il a pris une braise dans les feux de l'enfer et la lui a donnée. Jack prend cette braise et la place dans un navet qu'il a évidé, puis se promène avec. C'est de là que vient la légende de Jack O'Lantern. Selon une vieille coutume européenne, les enfants fabriquaient leurs propres lanternes dans des navets éclairés par des bougies. La première référence à Jack O'Lantern que l'on retrouve aux États-Unis vient de Nathaniel Hawthorne dans les contes racontés 2 fois. Il décrit un manteau en loques, plein de trous, et quand on le tient devant la lumière, il s'illumine comme une Jack O'Lantern. Les Américains ont amélioré cette tradition de la lanterne en remplaçant le navet, petit et dur, par une grosse citrouille bien ronde. Halloween possédait désormais son emblème. Dès la guerre de sécession, le fait de sculpter les citrouilles était déjà répandu. Le petit navet venu du vieux continent et qui ressemblait à un crâne rabougri et fantomatique a connu une véritable métamorphose. Les citrouilles sont généralement récoltées à l'époque d'Halloween et les enfants ont vite compris que ces lanternes pouvaient représenter l'accessoire idéal du parfait petit farceur. Les enfants ont vite compris qu'ils pouvaient prendre une citrouille, les vider et y mettre une bougie. Ensuite, ils prenaient la citrouille, la plantaient sur un manche à balai recouvert d'un drap et allaient s'amuser à l'agiter devant une fenêtre. Ça devait faire très peur.
Les lanternes citrouilles sont vite devenues le symbole d'Halloween. Mais les émigrants écossais et irlandais ont également apporté avec eux la part plus violente des célébrations, à savoir les jets de pierre ou les canulars de mauvais goût. Et à l'aube du XXe siècle, pour les jeunes garçons américains, Halloween devient synonyme de violence et destruction. Halloween trouve ses origines millénaires chez les peuples celtes. Au Moyen Âge, cette célébration païenne s'est transformée en fête chrétienne pour honorer les morts. Mais au XVIe siècle, elle n'était plus qu'une fête bruyante et désordonnée, durant laquelle les enfants s'amusaient à mendier et faire des farces. Au XIXe siècle, Halloween s'est même implanté dans les villes américaines. Au début du XXe siècle, ce sont les tons orange et noir qui s'imposent dans l'imagerie populaire. Et pour la première fois, les artistes de l'époque commencent à rassembler tous ces éléments qui font la matière de nos cauchemars. Squelettes, toiles d'araignées, lanternes et chauves-souris, pour enfin établir définitivement l'iconographie d'Halloween que l'on connaît aujourd'hui, avec ses fantômes recouverts d'un drap blanc. Le drap que portent les fantômes vient du linceul dans lequel on enveloppait les cadavres avant de les enterrer. Sans oublier ses citrouilles. Le grand sourire évoque le rictus d'un mort, tout comme le trou triangulaire à la place du nez. Et même sous une apparence festive, la mort est omniprésente dans cette imagerie. Les démons s'inspirent des représentations médiévales de Satan. Et les sorcières, de la chasse aux sorcières en Europe et dans l'Amérique puritaine. Les sorcières sont devenues très populaires au début du XXe siècle. C'est pour ça qu'elles ont été naturellement associées à Halloween. Mais il y a eu un changement dans la façon de les représenter. Les sorcières du XIXe siècle étaient de vieilles femmes avec un nez crochu. Et au XXe siècle, les sorcières sont devenues séduisantes. Ça rendait Halloween non seulement effrayant, mais aussi un peu coquin. Mais tandis qu'Halloween se pare de ses nouveaux atours, il donne également naissance à de nouvelles traditions plus violentes. La fête est-elle devenue incontrôlable en ce début de XXe siècle? Il semblerait bien que oui, au grand désarroi des autorités et des propriétaires vandalisés. On faisait toutes les blagues imaginables. À cette époque, les gens avaient des carrioles à cheval. Les gamins plus âgés s'amusaient à les voler pour les mettre sur des tas de foin. Ils s'y mettaient à 6 pour la pousser en haut du tas de foin. On s'amusait bien. Mais on cassait jamais rien. C'était juste des blagues. Mais pour d'autres, ces mauvais tours font beaucoup plus de dégâts. Ces farces, bien souvent le fait de jeunes adolescents, représentent une véritable nuisance pour des villes comme Chicago ou Philadelphie. Durant les années 20, aux États-Unis, Halloween devient un problème. Les mauvaises blagues prennent des proportions dangereuses. Ça allait beaucoup plus loin que de faire éclater des citrouilles. Les gamins mettaient du savon sur les rails du tramway pour le faire dérailler. Il y avait des blessés. Ils enlevaient les marches devant les portes. Comme ça, quand les gens sortaient, ils tombaient. Ils allumaient des incendies, cassaient les vitres à coups de pierre. Ça faisait énormément de dégâts. À la campagne, certains s'amusent à démonter des chariots pour les remonter sur les toits des maisons. Ils enlèvent les barrières dans les fermes pour que les animaux s'échappent. Ce tour en particulier est tellement répandu que dans certains endroits, la veille d'Halloween est baptisée « Nuit des barrières ». Dans d'autres villes, c'est la nuit du désordre ou même la nuit infernale. Les farces d'Halloween à l'époque de la Grande Dépression sont peut-être en partie le produit d'un désespoir lié à la crise, une excuse pour troubler l'ordre public. Mais l'époque est déjà suffisamment troublée et aucune municipalité ne peut se permettre de tolérer et encore moins réparer de tels dégâts. Halloween, en 1933, a été rebaptisé Halloween noir dans de nombreux journaux à cause de toutes les destructions qu'ont subies de nombreuses villes. Les jeunes ne faisaient plus des blagues inoffensives. Ils cassaient les ampoules électriques, incendiaient des bâtiments, cassaient les vitres des voitures. Pour survivre, Halloween va devoir changer. Les écoles, la police et les associations ont commencé à promouvoir activement l'idée d'un Halloween moins violent.
On a commencé à mettre sur pied toutes sortes d'activités pour occuper les enfants. Des fêtes, des concours de costumes, des jeux, n'importe quoi pourvu que ça les empêche de faire des bêtises et les remettre dans le droit chemin. Certaines entreprises encouragent cet effort civique. L'une d'entre elles, qui fabrique des gadgets, publie notamment une série de guides pour Halloween qui suggèrent diverses manières de faire la fête en évitant les mauvaises blagues. Cette entreprise a été l'une des premières à comprendre qu'il y avait de l'argent à se faire avec Halloween. Elle a commencé à vendre des gadgets spécialement pour Halloween dans tous les magasins du pays. L'entreprise vend également des masques et des déguisements. C'est la première fois que des tenues en papier sont fabriquées et commercialisées spécialement pour Halloween. Avant cela, chacun se fabriquait ses propres costumes. Quand j'étais gamin, il n'y avait pas de tenue d'Halloween comme aujourd'hui. En gros, on portait une salopette ou un jean ou des vieux vêtements, mais on n'allait pas s'acheter un déguisement spécialement pour Halloween. On portait juste ce qu'on trouvait pour sortir du lot. Les déguisements en papier sont plus chics et mieux réalisés que les costumes faits maison. Mais ils ne sont pas sans défaut. Malheureusement, bien souvent, le papier était très inflammable et j'ai été étonné de trouver un grand nombre d'articles de journaux sur des costumes qui avaient pris feu. Très vite, d'autres fabricants, désireux de tirer profit de ce marché du déguisement d'Halloween, commencent à fabriquer des costumes plus résistants. Chez Sears, les premières panoplies sont sorties vers 1930 et ensuite ça s'est développé. Les déguisements étaient inspirés de personnages d'émissions de radio ou de bandes dessinées. Il y avait des costumes pour toutes les occasions, la fête de la ville, de l'école ou de la paroisse. Halloween était une date importante. Les parades d'Halloween contribuent également à redonner à la fête une image plus respectable. En Pennsylvanie, Allentown est probablement la première ville à organiser un défilé en 1905, mais d'autres suivront l'exemple. Toms River dans le New Jersey en 1919. Anoka dans le Minnesota en 1920. La ville organise un défilé tous les ans depuis cette date. De fait, elle s'est même autoproclamée capitale mondiale d'Halloween. Tous ces efforts pour rendre Halloween respectable portent leurs fruits jusqu'à un certain point. Mais ce qui manque à la fête, c'est une nouvelle tradition qui va rapidement s'imposer, même si elle n'est finalement qu'une variante moderne d'une très ancienne coutume. Des bonbons ou un sort? Aux quatre coins des États-Unis, cette phrase déclenche une cascade de friandises dans des seaux en forme de citrouille ou des têtes d'oreiller le soir du 31 octobre. Et bien que la coutume remonte à plusieurs siècles, l'expression « des bonbons ou un sort » a probablement moins de 100 ans. Des bonbons ou un sort, c'est relativement récent. Les gens pensent que ça date de plusieurs siècles, mais non. Ça a probablement moins de 80 ans. L'expression fait référence au mauvais tour que jouaient les enfants et qui était très répandu au début du XXe siècle. Un jour, quelqu'un a eu l'idée géniale de soudoyer ces petits farceurs. On achète donc les enfants avec des friandises maison, comme du pop-corn ou des pommes d'amour, pour éviter d'être victime de mauvaises blagues. En 1939, l'expression et la coutume apparaissent pour la première fois noir sur blanc. Doris Hudson Moss a publié un article dans le magazine American Home pour expliquer comment elle avait ouvert sa maison à tous les enfants du voisinage, sans être victime de mauvais tours. Elle leur a donné des bonbons, ça a marché. Cette nouvelle coutume s'accompagne de l'arrivée de nouvelles friandises. Terminées les gourmandises maison. Désormais, les enfants auront droit à des bonbons emballés et achetés en magasin. Barres chocolatées, biscuits au beurre de cacahuète ou simples tablettes de chocolat. C'est finalement le sucre qui aura eu raison du côté indiscipliné d'Halloween. Désormais réinventé, il ne lui reste plus qu'à se lancer à l'assaut d'Hollywood.
Halloween est en train de devenir un phénomène culturel, une célébration nationale à laquelle participent des millions de personnes faisant du porte-à-porte pour mendier des friandises industrielles. J'adorais participer à Halloween quand j'étais petit. J'adorais tous ces rituels. J'adorais faire des blagues, des bêtises, aller de maison en maison déguisé pour réclamer des bonbons. Il y avait des fêtes, c'était génial. Puis, en 1966, Halloween s'installe définitivement dans l'inconscient collectif grâce au vecteur par excellence de la culture populaire, la télévision, par le biais d'un des personnages préférés des Américains, Charlie Brown. L'idée de la grosse citrouille venait de la bande dessinée. Charles Schulz s'est dit que ce serait marrant si l'un des personnages mélangeait les fêtes. C'est pour ça que Linus se retrouve au milieu des citrouilles tous les ans. Who are you writing to, Linus? This is the time of year to write to the Great Pumpkin. On Halloween night, the Great Pumpkin rises out of his pumpkin patch and flies through the air with his bag of toys for all the children. You must be crazy. When are you going to stop believing in something that isn't true? When you stop believing in that fellow with the red suit and the white beard. La télévision et la bande dessinée préférée des Américains viennent de donner ses lettres de noblesse à Halloween, qui de toute son histoire n'a jamais été aussi populaire. Mais les dessins animés pour les enfants, c'est une chose. Un film sur Halloween destiné à un public adulte, c'en est une autre. Personne ne s'y est encore essayé. Jusqu'à ce que le réalisateur John Carpenter décide de s'y coller en 1978 avec le classique Halloween, La Nuit des Masques. L'idée d'intituler le film Halloween est venue du distributeur. Et quand il l'a proposé, je me suis dit, il a raison. Il n'y a jamais eu de film sur Halloween. Ça m'a ouvert les yeux. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Quelle idée géniale. Le film de Carpenter, avec son budget de 325 000 $, va donner naissance à une franchise qui rapportera plus de 500 millions de $. C'est une petite révolution qui fait passer le film d'horreur du statut de série B à celui de film de genre respectable. Et sans vraiment le vouloir, le film va également transformer notre façon de voir les masques d'Halloween. Tout commence lorsque le département costume se voit contraint de fabriquer le masque du tueur avec un budget pour ainsi dire inexistant. Le directeur artistique est allé dans une boutique spécialisée dans les masques sur Hollywood Boulevard et il a acheté un masque du capitaine Kirk de Star Trek. Il ne ressemblait pas du tout à William Shatner. C'était un visage étrange tout en longueur. Mais on l'a peint et on lui a changé les cheveux. Il était un peu difforme. C'était parfait. C'est comme ça qu'il est décrit dans le script. Il porte un visage. Le masque de récup et le méchant qui le porte vont vite devenir un nouveau symbole d'Halloween. Oh, des fraises Tagada. J'adore. Moi aussi. Ça fait des guillemets sur la langue. Je crois que je vais tomber par terre tellement c'est beau. Tagada, on grandira plus tard. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Pour Lucas, le plus beau des cadeaux, ce serait que son père ne travaille plus aussi loin. Et ce soir, son rêve pourrait bien devenir réalité. Téléchargez votre CV sur Indeed. Alors, une deuxième salle de bain. Là, votre appart, il vient de prendre 30%. Parce que vendre sa maison, ça ne s'improvise pas, estimez désormais le prix de votre bien sur Se Loger. C'est simple et précis. Vous rêvez de cheveux toujours plus longs? Nouveau Elseve Dream Long. Sa formule à l'huile de ricin et kératine végétale répare les longueurs et scelle les pointes fourchues pour sauver vos 3 derniers centimètres. Et nouveau, le Steam Mask en 2 étapes, avec son baume intensif et sa charlotte auto-chauffante pour réparer intensément vos longueurs. Nouveau Elseve Dream Long de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Peggy 18. Changez de dimension avec la PlayStation 4. Montrez ce dont vous êtes capable. Dépassez vos limites. Ou affrontez-les tous. Sur PlayStation 4. For the players. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ce cœur aux noisettes, il faut rire un peu là. Cette gaufrette croustillante. Moi j'aime bien la musique. Oh,
Et ce chocolat. On se fait une soirée pyjama? On a tous un côté bueno. C'est au cœur de la nature qu'Ushuaïa puise le pouvoir de l'Amla Bio pour créer Rituel d'Ayurveda, le nouveau déodorant certifié bio d'Ushuaïa. Ressentez la douceur d'un déodorant sans sel d'aluminium au parfum de fleurs de cartame pour une efficacité 24 heures. Déodorant certifié bio Rituel d'Ayurveda. Ushuaïa, partageons toutes les beautés du monde. I will always love you. In the garden, hear the birdies sing. Oh, oh, we're fools in love. Technologie Skinfeel, la matière innovante ultra douce et fine pour des sensations ultra naturelles. Feel everything. Skin, dispositifs médicaux. Quoi de neuf chez Jiffy? La collection prêt-à-porter canin. Une collection totalement wouf wouf à partir de 4,90 € chez Jiffy. Jiffy des idées de génie. Chez Amazon Prime, on a tenté l'impossible pour livrer vos films et séries. Finalement, on s'est rendu compte qu'en streaming, c'était quand même mieux. Profitez de films et séries inédits grâce à votre abonnement Amazon Prime ou commencez votre essai de 30 jours gratuit. Bon prix, la mode pour toutes. Découvrez nos dernières tendances lingerie et autres nouveautés sur bonprix.fr. Bon prix, it's me. Chaque matelas est une promesse. La promesse de se lever du bon pied, tous les jours. Des mousses uniques, un confort exceptionnel pour vous offrir des moments que seul le parfait sommeil peut vous apporter. Votre moment. Essayez-le pendant 100 jours, satisfait ou remboursé. Eve, il est l'heure de se lever du bon pied. Habille tes lèvres de rouge brique. Découvre Matting City Edition de Maybelline New York. Une formule liquide ultra mat, ultra saturée qui résiste jusqu'à 16 heures. Mon mat à toute épreuve. Nouveau Super Stay Matting City Edition de Maybelline New York. L'univers des jouets en bois sera de retour le mercredi 31 octobre dans vos supermarchés. Pour le plus grand plaisir des petits chefs, découvrez notre cuisine en bois pour enfants, Plétive Junior. Ludique, elle stimulera l'imagination et la créativité de vos enfants. Cuisine en bois pour enfants, 49,99 €. Dès mercredi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Honest. De délicieuses boissons créées en sélectionnant soigneusement les ingrédients issus de l'agriculture biologique. Ça paraît si simple. Et souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Honest Bio. Si simple et si bon. Pas besoin d'avoir l'âme d'un aventurier pour préserver l'environnement. Ni de parler 6 langues pour être dans le commerce durable. Pas besoin d'avoir un don avec les animaux pour être un défenseur de la nature. À la Banque Postale, pas besoin d'être un super-héros pour épargner de manière responsable et solidaire. Découvrez nos investissements socialement responsables. La Banque Postale, banque et citoyenne. Bien que le film soit sorti en 1978, Michael Myers reste l'un des personnages les plus populaires pour Halloween. Avec ce personnage de tueur masqué s'attaquant à des jeunes gens, Halloween est devenu moins focalisé sur les fantômes et plus sur les horreurs commises par les humains. Mais ce visage presque lisse a fait bien plus que ça. Il a redéfini les limites de ce qui pouvait être ou ne pas être un masque d'Halloween. Et il a introduit un nouveau personnage dans le casting de ce nouveau millénaire.
Depuis des siècles, les masques et les déguisements nous permettent de faire la fête en cachant notre identité. Et aujourd'hui, c'est devenu un business très rentable. À Burbank, en Californie, une boutique spécialisée sur le thème d'Halloween rencontre un tel succès qu'elle reste ouverte toute l'année pour répondre à la demande de sa clientèle, friande de déguisements. On a cette boutique depuis 10 ans. On voulait que ce soit spécial, donc on a décidé de rester ouvert toute l'année, dans un décor digne d'un film d'horreur pour mettre les clients dans l'ambiance d'Halloween. On y trouve tout ce qui est associé de près ou de loin à Halloween. Mais la spécialité de la boutique, ce sont les masques. On a énormément de masques, les meilleurs masques de zombies, de clowns. Quand on porte un masque ou un déguisement, on a l'impression que tout est permis. Et une fête comme Halloween, où chacun joue un rôle, c'est idéal. Quand j'étais gamin, j'adorais les masques. Mais dans les magasins, on ne trouvait que des masques en plastique moches et sans forme. Avec le temps, c'est devenu un art à part entière, et on soigne beaucoup plus les formes et les couleurs. Et aujourd'hui, on peut s'acheter des masques haut de gamme qui sont presque aussi bien que dans les films. Wayne Toss sait de quoi il parle. Il est maquilleur spécialisé dans les effets spéciaux pour le cinéma. Nous avons des clients qui veulent des produits de très grande qualité, et on fait tout pour les satisfaire. On a des déguisements haut de gamme, de très beaux costumes, et tout un tas d'accessoires qu'on ne trouve pas ailleurs. On fait en sorte que, quoi que vous cherchiez, vous le trouviez ici. Les masques d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les démons, sorcières, squelettes et autres fantômes des années 60. Mais c'est justement au cours de cette décennie que les déguisements d'Halloween se sont mis à changer. Hollywood a commencé à influencer ce que les enfants voulaient porter pour se glisser dans la peau de leurs personnages de films ou de séries préférés. Aujourd'hui, cette tendance est même devenue une obsession. Les franchises telles que Les Griffes de la Nuit, Scream et Halloween continuent d'inciter les jeunes Américains à se déguiser en tueurs. Quand ils portent le masque de l'assassin, du fantôme ou du squelette, les gamins ont un sentiment de puissance et de sécurité. Le monstre ne peut pas vous attraper si c'est vous le monstre. Les masques de tueurs sont le résultat de l'évolution des goûts en matière de déguisement d'Halloween. La règle étant justement qu'il n'y a plus de règles. Les masques peuvent s'inspirer de n'importe quel personnage de la culture populaire, de la religion ou de la politique, sans distinction. Et derrière un grand nombre de ces masques, ce ne sont pas des enfants qui se cachent, mais des adultes. Halloween est devenu une fête pour adultes, et ce n'était pas le cas il y a 50, 60 ans. C'est un jour à part, pendant lequel vous pouvez devenir quelqu'un d'autre. Vous pouvez mettre un masque, un costume que vous ne porteriez jamais en temps normal. Les gens aiment ça. Au XXIe siècle, Halloween est devenu autant une fête pour les grands que pour les petits. Beaucoup de gens sont nostalgiques de leur enfance et d'Halloween. Et cette fête est devenue de plus en plus une fête d'adultes. Il y a désormais des entreprises entièrement dédiées à ceux qui souhaitent fêter Halloween et organisent des soirées dans des endroits thématiques, comme des maisons hantées. Il y a 50 ans, quand on était trop vieux pour aller à la chasse aux bonbons, on restait chez soi et on les distribuait aux enfants. Il n'y avait rien d'autre à faire. Aujourd'hui, il y a carrément toute une industrie de maisons hantées destinées aux adultes. Il y a environ 4000 maisons hantées aux États-Unis chaque année. J'adorais les maisons hantées. Je trouvais ça fascinant et terrifiant. Les maisons hantées ne sont pas les seuls endroits où les adultes vont s'amuser pour Halloween. Lors de la parade de Greenwich Village à New York ou du carnaval de West Hollywood, Halloween prend des allures de Gay Pride où tout est permis. Les défilés d'Halloween LGBT sont une véritable institution à San Francisco et Los Angeles et font partie intégrante des célébrations à New York. Il y a cette idée de prendre le contre-pied, d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Ça prouve la fascination des Américains pour les personnages qui se métamorphosent. C'est ça qui a permis à Halloween de prendre une telle ampleur aux États-Unis. Cet Halloween libéré sexuellement franchit parfois la limite entre fête pour adultes et fête strictement réservée aux adultes.
Si vous regardez les déguisements qu'on propose aux adultes de nos jours, ceux pour les femmes ressemblent à des tenues de prostituées. L'infirmière sexy, la soubrette sexy, n'importe quoi, pourvu que ce soit sexy. De nos jours, les adultes vont encore plus loin. Ils font le plein de bonbons pour Halloween et se joignent à leurs enfants pour aller de porte en porte, trouvant ainsi une occasion de revivre les Halloween qu'ils ont connus dans leur enfance, dans les années 70 et 80, déguisés de pied en cap, officiellement pour surveiller leurs enfants. Car tout comme Halloween fait peur aux enfants depuis des décennies, il fait également peur aux parents. Ils redoutent d'envoyer leur progéniture affronter seul un monde hostile, plein de bonbons empoisonnés ou de lames de rasoir cachées dans les pommes. Mais leurs craintes ne sont pas fondées. J'ai grandi avec ces histoires de lames de rasoir dans les pommes. Mais c'est vraiment une légende contemporaine, une légende urbaine comme on dit. Ça met les gens mal à l'aise de laisser leurs enfants aller réclamer des bonbons à des étrangers. Du coup, il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur des lames de rasoir dans les pommes d'amour ou ce genre de choses. Tous les ans, les parents s'inquiètent. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de lames de rasoir dans les pommes? Oui, sans doute. Mais la question est de savoir ce qui est venu en premier, la légende ou les faits. Des lames de rasoir dans les pommes, des lanternes citrouilles, des gâteaux d'âme. Tous ces éléments font partie intégrante de la légende d'Halloween. Aujourd'hui, Halloween revêt différents masques. C'est l'occasion pour les adultes de repousser certaines limites. Beaucoup de femmes aiment faire ressortir leur côté sexy. Et elles profitent d'Halloween pour le faire. Elles devraient peut-être le faire plus souvent. Pourtant, Halloween reste la chasse gardée des enfants. Quand on est enfant, on a un seul jour par an où on peut faire ce qu'on veut. On peut se déguiser, devenir quelqu'un d'autre, et on est même payé en friandises pour avoir le privilège de faire ça. C'est une fête merveilleuse. Il ne faut pas essayer de brider Halloween. Son côté rebelle finira par ressortir d'une manière ou d'une autre. Regardez-y de plus près, et vous verrez qu'Halloween est un véritable catalogue de toutes les peurs humaines. Au fil des siècles, nous avons appris à vivre avec ce qui nous terrifiait le plus. Désormais, le 31 octobre, nos terreurs nous servent d'excuse pour faire la fête. Alors, prenez garde aux maisons hantées et aux portes qui grincent, aux draps blancs et à la pleine lune, et ne soyez pas étonnés si une citrouille vous souhaite avec un grand sourire « Joyeux Halloween !»